Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo pour voir comment closer des deals à 6 chiffres sans étude de cas. C'est le genre de truc qui revient tout le temps. Oui, mais moi j'ai pas d'étude de cas, oui, nan, etc. Et d'ailleurs, c'est une question que je déteste, donc je vais t'expliquer comment est-ce qu'on y répond et surtout comment tu vas réussir à comprendre que tu n'as vraiment pas besoin d'études de cas pour closer. Je trouve que c'est toujours une aberration d'entendre ça. Mais on y va, je vais essayer de t'en convaincre. À défaut, tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. La plupart des gens pensent que les grandes entreprises choisissent leurs prestataires en fonction de critères rationnels. Je zoome un peu. Voilà. Réputation, études de cas, référence, tarification, résultat passé. Ça, c'est le truc des gens pompeux. D'accord. Les vrais business, c'est pas ce qu'ils regardent. C'est totalement faux. Ce que les grandes entreprises recherchent réellement, ce sont des signaux spécifiques qui créent l'illusion de la crédibilité. Et la crédibilité, ce n'est pas une question d'ancienneté. Ça, c'est faux. Je vais te donner un exemple tout bête. Si tu as 20 ans et que tu es sur Internet, tu es probablement le mec le plus intelligent de ton entourage. Pourquoi? C'est pas une question de temps, de valeur, de tout ça. Un mec de 20 ans peut être plus intelligent qu'un mec de 60 ans. Donc c'est pas qu'une question d'expérience, c'est pas qu'une question d'ancienneté. D'accord. C'est une question de valeur perçue et de ce que tu as pu donner et comment est-ce que tu peux montrer ça. Il y a eu un film sur une nana, je sais plus comment elle s'appelle, s'il y a une nana qui a réussi à feinter d'être milliardaire pour finalement devenir milliardaire, c'est bien que tu n'as pas besoin de ce truc-là, tu dois juste à renvoyer des signaux spécifiques. C'est une question de perception. Es-tu perçu comme l'unique option viable pour résoudre un problème précis et de haute valeur? C'est ça le seul sujet. On y va. Autorité contextuelle. Pourquoi le positionnement bat l'expérience? Les clients ne choisissent pas le prestataire le plus expérimenté, sinon tout le monde irait avec le plus expérimenté. Ils choisissent celui qui semble être le choix le plus évident et incontournable, donc celui qui s'est le mieux vendu pour le problème du client. Comment y parvenir rapidement? Tu n'as pas besoin d'un long track record. Un track record, c'est les enregistrements des chiffres passés de ce que tu as fait au fur et à mesure du temps. Tu dois rendre ton expertise ultra spécifique et irremplaçable au point où aucune comparaison avec un concurrent ne soit possible. Voilà, ça c'est tout bête, mais en gros, tu peux avoir le même produit. Le seul sujet, c'est que ton sujet spécifique ne puisse pas être comparé à quelqu'un d'autre. Tu vois, moi par exemple, dans l'emailing, je suis consultant en email et j'ai des entreprises dans l'email. Dans l'emailing, je suis le seul à être capable de faire énormément de choses. Mon propre associé qui a fait ça pendant des années n'était pas capable de faire ce que je faisais. Et encore aujourd'hui, personne n'est capable de faire de la façon dont je le fais. Parce que je suis unique et irremplaçable sur le marché. Mais évidemment, personne ne peut venir me challenger sur la compétence. Pourquoi? Parce que bien évidemment que j'ai une façon d'expliquer les choses et je connais tellement mon sujet que du coup, forcément mon expertise va être unique sur le marché. Et personne ne peut me comparer aux gens qui vont dire oui, moi je te fais augmenter de 20% tes emails et tout parce que c'est pas le sujet. Parce qu'ils vont te faire un peu de copie, un peu de machin. C'est un exemple et que tu comprennes. Là où la plupart échouent, ils se positionnent comme généralistes. Nous aidons les entreprises SaaS, donc Software as a Service, donc les web services, à croître. Ils offrent trop de services. On fait du lead gen, du branding, des ventes, du growth strategy, on fait du growth advisory, machin. Tous ces titres pompeux de gens en quête de narcissisme ne servent à que dalle. Ils optimisent pour la demande du marché au lieu de la contrôler. Au lieu de le contrôler, pardon. Comment retourner la situation? Nous aidons les marques e-commerce à améliorer leur fidélisation. Dit plutôt, nous concevons des frameworks de monétisation back-end exclusifs pour les marques DTC qui génèrent 100 millions par an. Si ça te fait marrer ce mot-là, dégage de la vidéo. DTC, c'est Direct to Customer. Ok. Donc, nous concevons des frameworks de monétisation back-end exclusivement pour les marques Direct to Customer qui génèrent 100 millions par an. On n'aide pas les marques e-commerce à améliorer leur fidélisation. On a des frameworks en back-end qui sont dédiés au direct to customer qui génèrent des centaines de millions par an. Ça ne veut pas dire que moi je génère, mais que mes clients le font. Sous-entendu, on sait de quoi on parle à l'expérience, on sait gérer du trafic. Mais pour le coup, tu n'as pas besoin d'avoir des études de cas. Tu vois, juste la position que tu vas donner, elle est claire. Au lieu de nous optimiser le process de vente, c'est chiant, nous mettons en place des systèmes d'accélération de deals basés sur l'intelligence artificielle pour les fonds private equity qui veulent déployer leur capital 30% plus rapidement. Tu vois, déjà, tu as vu la différence? Déjà, mécaniquement, tu as une différence majeure juste dans la position. Déjà, le mec, il t'écoute. Oui, alors nous, on est là pour optimiser des process de vente. Oh putain, moi, tu me dis ça, je dégage, allez, merci. Je raccroche. Non, par contre, écoutez, nous, on permet d'accélérer les deals, d'aller beaucoup plus vite dans la prise de décision grâce à l'intelligence artificielle, notamment sur le private equity, pour qu'il y ait 30% de capital qui soit déployé plus rapidement. Ça dépend de tes offres. Là, je te raconte une offre, ça dépend de ce que tu vends derrière. Mais voilà, celui-là, je pense que tu le comprendras peut-être plus aisément. Moi, je comprends plus facilement celui-là. En gros, il y a un besoin d'accélération des deals, d'analyse, il y a besoin d'aller chercher du private equity, donc forcément pour aller lever des fonds, etc., on va être capable d'aller beaucoup plus vite grâce à l'intelligence artificielle. En gros, c'est ça. Mais si tu dis, nous mettons en place des processus d'intelligence artificielle dans les entreprises, ah d'accord. Voilà.
Au lieu de nous développons la croissance LinkedIn pour les marques d'immobilier de luxe, nous concevons des systèmes d'acquisition de leads ultra high net worth, donc ce qu'on appelle les UHNW. Donc c'est vraiment des gros portefeuilles, à plus de 10 millions, exclusivement pour les agences immobilières vendant des biens à 10 millions. Et bien sûr que si tu as une autre personne qui fait des agences de voyage de luxe, tu remplaces le mot par agence de voyage de luxe. Ça me paraît logique, mais je le dis quand même. Donc nous concevons des systèmes d'acquisition même dédiés et uniques, spécialisés dans des leads ultra high net worth, exclusivement pour les agences immobilières de luxe comme la vôtre, qui ont des biens uniquement à plus de 10 millions. Sinon, ça ne nous intéresse pas. On ne travaille pas pour vendre des trucs à 800 000 balles. Ça, on laisse ça aux agents commerciaux qui vont faire la pige dans leurs journaux. Non, nous, on fait autre chose. Et en fait, tu n'as pas besoin d'études de cas. Tu as juste besoin, dans ta position, à montrer que c'est bon. Donc, pourquoi c'est puissant? Tu élimines la possibilité de comparaison avec des concurrents. Tu vois, quand je te dis, l'idée, c'est pas de vendre des biens à 800 000, ah oui, non, bien sûr. Les mecs vont dire, ah oui, bien sûr, je comprends. Mais du coup, ils ont personne d'autre qui font ça dans leur tête. Donc, tu es le seul. Donc, tu te positionnes d'un coup comme la proposition de valeur unique. Tu forces un raccourci psychologique. Plus ton expertise est précise, moins il questionne ta capacité d'exécution. Ça, c'est un vrai hack. Plus tu vas être capable d'avoir ton expertise précise, ce qui ne veut pas dire raconter des choses trop techniques, c'est d'être capable d'être précisément là-dedans. Oui, mais les ultra high net worth, vous savez, eux, ils veulent pas des biens comme ça. Eux, d'ailleurs, c'est même pas pour habiter dans leurs biens, vous le savez mieux que moi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un point de chute, ils sont prêts à donner 10 millions dessus. Voilà, c'est pas des gens qui vont habiter à l'année, parce que ces gens-là, qui achètent des maisons à 10 millions, ils voyagent partout dans le monde, vous le savez mieux que moi. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, juste, tu montres que tu travailles dans le secteur et que les gens comprennent qui tu es. Tu vois ? Et juste à travers ça, les gens vont voir que tu as de l'expérience. Pas besoin de study case. Tu qualifies instantanément des clients à haute valeur. Si tu te niches suffisamment dans ce que tu proposes, les clients ne chercheront même pas d'alternative. Ils n'ont même pas à en chercher parce qu'ils vont regarder quoi? Qui fait des leads d'acquisition ultra network? Je ne peux pas trouver ça sur Internet. Voilà. Donc justement, on travaille qu'avec du recommandation, qu'avec des réseaux privés. C'est comme ça que ça fonctionne en plus. Donc voilà. Tu deviens le choix unique et évident. Construire la confiance sans preuve. Pourquoi les études de cas sont-ils un mauvais argument? Alors, on y vient. Erreur classique. Essayer de prouver sa crédibilité avec des logos de clients prestigieux. Croire que la crédibilité vient des témoignages ou des résultats passés. Ça marche quand tu t'adresses à des sphères plus petites. Exemple, moi par exemple là sur Web de Fou, que je mette des logos comme ça, les gens ils en sont friands, tu comprends, il faut de la preuve, du machin, ça ils aiment bien. Par contre, si tu mets des logos dans les hauts niveaux, t'es mort. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu ne sais pas le mec que t'as en face, si il a travaillé avec un mec de là-bas, peut-être qu'il a des conflits d'intérêts avec des mecs de là-bas, bref, il vaut mieux que tu sois ce que j'appelle moi sans visage. C'est-à-dire, il faut que t'aies pas de marque, t'es un peu un mercenaire. Tu ne dois absolument pas mettre des logos. Exemple, quand tu vas avoir Ferrari, tu vas pas mettre ton logo si tu as travaillé avec Lamborghini, tu vois, c'est quelque chose de tout bête. Ça, ce n'est effrayant que pour les gens d'internet ou ceux qui vendent des formations, des choses comme ça. La réalité, c'est que dans les entreprises, tu signes de toute façon des NDA, donc c'est-à-dire des droits de non-divulgation de ce qui se passe, et donc tu ne peux pas en parler. Moi, j'ai des contrats qui exercent pendant 10, ça dépend, entre 5 et 15 ans, 20 ans, selon le sujet, où tu ne peux pas dire avec qui tu as bossé, etc. Et ça, c'est important à respecter. Donc, mettre les logos quand tu démarches à un certain niveau, c'est la pire des conneries, ça te décrédibilise. Et en plus de ça, tu peux avoir des conflits d'intérêts tout de suite. Ah, vous avez bossé avec qui? En plus, les mecs connaissent les gens. Donc, si par malheur, tu as bossé avec l'entreprise et qu'en plus, tu as bossé avec un mec qu'ils n'aiment pas, tu te rajoutes tellement de contraintes d'emblée qu'il ne faut absolument pas faire ça. Donc, croire que la crédibilité vient des témoignages ou des résultats passés, c'est faux. Ça vient uniquement de ta position et bien entendu de l'expertise que tu vas avoir. Au sommet du B2B, la confiance ne se construit pas par le name dropping. Oui, je travaille avec machin, moi je travaille avec truc, ouais, vous comprenez, machin, ça sert à rien. Elle se construit en démontrant une expertise plus profonde que celle de ton client. Et ça tout le temps. Le mec peut être très bon en marketing. Si je lui montre qu'il n'est pas bon sur TikTok, par exemple, parce qu'il ne comprend pas, je peux lui expliquer qu'il va développer et multiplier par 2 son chiffre d'affaires à travers le trafic, le réseau, et que s'il dit ouais mais moi je m'en fous, je veux que des clients qualifiés, TikTok c'est pas qualifié, c'est pas le sujet, parce qu'il va y avoir tellement de trafic avec TikTok qu'on va valoriser votre société. Et en fait, votre valeur départ va augmenter, l'année prochaine vous allez revendre votre boîte 10 fois plus cher. Donc le faites même pas pour faire des ventes, faites-le pour valoriser votre boîte. Ah ouais, et là j'arrive sur une expertise un peu précise. Ah oui, j'avais pas vu comme ça, c'est vrai que si j'ai plus de trafic, je peux vendre mon site plus cher. Ah ouais, ça vaut le coup quand même. Voilà, et c'est juste cette logique-là. D'un coup, je deviens un peu plus expert dans le marketing parce que je pense à la valorisation de sa boîte. Tout de suite, j'ai pensé ça parce que personne n'y pense. Tout le monde va penser ROI, marge, machin, tout ça. Personne ne va penser valorisation, M&A, fusion, acquisition, voilà. Et donc, tout de suite, ça donne une légitimité. Là où les gens échouent, nous avons travaillé avec X. Voici nos résultats passés. Regardez ces témoignages. Déjà, le truc des témoignages, c'est oui, je vais regarder, je vous reviens. Ah oui, vos résultats sont bons, nana. Les mecs vont regarder, ils vont dire oui, mais là, il y a un problème, non, machin. En fait, vous donnez à manger des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà.
Ce que les grandes entreprises veulent savoir, ce n'est pas avec qui tu as bossé. Ils s'en foutent. Elles veulent savoir si tu vois un problème qu'elles ne voient pas encore. Tu vois, c'est ce que je viens de dire juste avant avec l'exemple de TikTok. Ils s'en foutent de savoir si tu vas faire du TikTok. Si ça amène du trafic, ça les valorise, ils n'y avaient pas pensé, ils vont dire putain, lui, il est bon. C'est tout. Comment construire de la crédibilité immédiate? Au lieu de dire nous avons travaillé avec entreprise X, 87% d'entreprises de votre secteur sous-tarifient leurs services à cause de leurs problèmes. Et tu vois, tout ça, c'est une gymnastique d'esprit qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais que tout le monde peut appliquer. Je ne dis pas que tout le monde peut y arriver, mais tout le monde peut l'appliquer. Il faut juste avoir une gymnastique qui est de dire on travaille avec machin. Non. 87% d'entreprises de votre secteur sont en dessous du marché. Positionnez-vous au-dessus pour bouffer tout le monde. C'est littéralement comme ça que ça marche. Et en plus, ça ne marche que comme ça. Sinon, le luxe ne serait pas un des secteurs les plus cotés. Ce serait, je crois pas que ce soit Lidl qui drive le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois pas que ce soit Aldi qui drive le marché. Plus vous allez sous-coter, plus vous allez sous-tarifer, être sous-coté, moins vous allez réussir à prendre de marge. Au lieu de montrer des résultats passés, partage un insight contre-intuitif basé sur des exemples réels. Exemple, les entreprises de gestion de fortune qui adoptent la stratégie augmentent leur actif sous gestion de 35% en moyenne. Donc là, évidemment, il faut étoffer un peu. Mais c'est pour te dire qu'il faut prendre un angle, non pas de résultats, mais de valeur de marché qui leur permet tout de suite d'avoir un résultat immédiat. Tu vois, là, l'objectif, c'est pas de dire que oui, j'ai travaillé avec machin, j'ai fait tant, j'ai réussi à un truc. Déjà, c'est un discours un peu pompeux. Mais en plus de ça, dans cet exemple, adoptent la stratégie de leurs actifs, font monter leur gestion sous actifs de 35% en moyenne. Voilà. Et là, il manquerait peut-être le par mois, par an, par jour, voilà, ça dépend. Mais ce serait un peu l'idée. Je peux le rajouter par mois. C'est beaucoup quand même, mais voilà, on va l'idée. Allez, par an quand même, je vais être sympa. Voilà. Ça, c'est plus pour expliquer que c'est des données qui sont réelles. Les entreprises de gestion de fortune qui adoptent ta stratégie augmentent leurs actifs sous gestion de 35% en moyenne par an. J'essaie de voir si c'est assez compréhensible quand je le dis. A priori, oui. En gros, le fait d'adopter la stratégie permet d'aller augmenter l'argent que les entreprises qui gèrent des fortunes ont sous gestion, ce qui leur permet d'avoir beaucoup plus de marge. Donc en gros, ce qu'il faudrait savoir en call, c'est 35% en moyenne, ils gagnent combien les gens si on fait augmenter de 35%? Parce qu'ils ne gagnent pas 35%. Ils gagnent peut-être 4% de ces 35%, je ne sais pas. Donc il faudrait regarder un peu tout ça. Mais voilà. Pourquoi ça marche? Tu changes la dynamique d'autorité. Au lieu de prouver ta valeur, tu révèles une vérité qu'ils ignoraient. Ah oui, c'est vrai qu'avec cette stratégie, on peut augmenter, on n'a jamais vu faire ça comme ça. Tu vois que TikTok permet d'aller valoriser ta société, les gens se disent non, TikTok, je m'en fous, il n'y a que des adolescents dessus. C'est ça que les gens pensent. Ah oui, je n'avais pas vu que je pouvais me servir de ces adolescents-là pour gagner plus de pognon en valorisant ma société. Ah ouais, tout de suite, il y a un insight qui est meilleur. L'expérience passée devient inutile. Ton expertise suffit à imposer ta crédibilité. Moi, je ne vends quasiment que comme ça. Parce que de toute façon, quand tu travailles avec des grosses boîtes, tu n'as pas le droit de divulguer avec qui tu travailles. Et c'est tant mieux. Parce que, en plus, moi, par erreur, je pensais avant, dans ma tête, que si, au contraire, il fallait. Mais pas du tout. Parce que en vrai, tu te coupes la capacité de travailler avec d'autres quand tu montres avec qui tu as bossé. Ne jamais faire ça. Tu crées instantanément de la confiance si tu comprends leurs problèmes mieux qu'eux. Il se pose que tu as aussi la solution. Tu vois des choses qui sont différentes. C'est pour ça qu'on paye généralement dans les boîtes, qu'on paye cher. C'est pour voir ce que les gens ne voient pas. C'est avoir une capacité de pensée, d'analyse, une vivacité qui permet d'aller challenger des options que eux ne voient pas, des solutions ou des problèmes qu'eux n'ont pas encore anticipés. Moi, quand je vois des tableaux, des Excel, des machins, ok, tu as le directeur commercial qui va avoir une chose, le DRH qui va avoir une chose, le CEO qui va avoir autre chose. Moi, je vois peut-être tout ce qu'ils n'ont pas fait ou toutes les autres choses qu'ils n'ont pas pensé. C'est ça mon job, c'est de trouver le truc que les mecs ne pensent pas et ensuite de le solutionner. L'inertie organisationnelle, pourquoi les entreprises résistent au changement et comment exploiter cela? Une entreprise fonctionne de la même manière depuis 10 ans, ne changera jamais, sauf si elle y est contrainte par le marché, etc. Erreur des agences classiques, elles essaient de convaincre au lieu de rendre leur changement inévitable. Comment briser cette inertie? Profite des changements de marché, positionne-toi comme le seul acteur qui comprend un changement critique et incontournable. Expose des inefficacités cachées, prouve-leur que continuer comme avant leur coûte cher en termes de pertes financières, ce qu'on appelle grosso modo le coût d'opportunité, de risques réglementaires ou de perte de part de marché. En gros, comme ma sœur dirait, des gens qui s'endorment sur le rôti. Vend l'inévitabilité, c'est dur à dire. Les meilleurs deals ne gagnent pas en étant argumentés, mais en rendant l'alternative insoutenable. Dans le monde de l'entreprise, être le meilleur n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que la situation actuelle paraisse intenable et qu'il faut aller faire mieux, plus. Voilà. N'oublions pas qu'on est dans un monde où tout le monde est ambitieux, tout le monde veut aller plus loin, tout le monde veut plus de followers, tout le monde veut plus de valorisation, tout le monde veut plus d'actifs sous gestion, tout le monde veut plus. Et donc, il faut répondre à ça. Les jeux politiques internes, pourquoi les décideurs en entreprise se fichent de la meilleure option? Réfléchissez bien à ça. Beaucoup pensent que les dirigeants choisissent la solution la plus efficace. Faux.
Moi, le premier. Si c'était les solutions les plus efficaces, on paierait tous très cher et on serait tous gagnants. Ce n'est pas le cas. En réalité, ils choisissent la solution qui renforce leur propre position au sein de l'entreprise. Aucun CMO, CFO ou Head of Growth, Head of Sales, ou ce que vous voulez, enfin marketing, marketing c'est CMO, mais vous avez compris, ne prend une décision seule. Chaque décision doit renforcer leur crédibilité interne, les faire passer pour une stratégie de visionnaire, leur donner plus de pouvoir dans l'entreprise. Quand on démarche des gens qui sont par exemple CMO, donc CMO c'est Chef Marketing Officer, en gros des directeurs commerciaux, marketing. Si vous arrivez à comprendre que leur besoin à eux c'est de se sentir moussé par leur patron, etc., jouez là-dessus. Ah mais attendez, donnez-moi le budget, je vais vous faire briller, etc. Ça c'est pour vous donner d'autres angles. Il n'y a pas que les founders ou les CEO, il y a aussi les salariés. Les salariés veulent briller et monter. Donc jouez de ce fonctionnement-là pour leur montrer. Des fois, un des très bons deals, c'est même pas de résoudre un problème d'entreprise, c'est de résoudre un problème salarial d'un mec. En disant, ok, bah attends, moi je te paye un voyage, donne-moi le truc, tu me donnes le budget, je vais te filer un voyage derrière, au passage je vais te faire monter parce que je vais te donner des solutions pour derrière, tu passeras pour un génie parce que tu as trouvé des solutions, soit tu me payes avec ton budget en perso, comme ça je te fais coach perso et je te aide à te développer, soit on les fait les trucs ensemble hein, et je te valorise à chaque fois. Tu peux trouver des deals humains avec des gens comme ça. C'est toujours les approches qui sont pertinentes de faire ça. Parce que n'oublions pas qu'on a des humains en face. Ce sont des humains avec qui on parle. Leur donner plus de pouvoir dans l'entreprise, les faire monter, ou je sais pas, après, il y a différents, par exemple, des CTO, ils aiment bien avoir la main sur des datas, des machins, c'est important, avec l'intelligence artificielle, machin, etc. Comment exploiter ça à ton avantage? Positionne ton offre comme un levier de carrière, ce que je viens d'expliquer, présente ta solution comme un moyen de sécuriser leur rôle, ce que je viens de dire, et vends la valeur narrative de ton offre. Donc ça, c'est plutôt ce que j'ai dit juste avant aussi, en disant, ouais, mais là, on va expliquer que là, comme ça, ce sera toi qui l'auras trouvé, on dira que machin, nan, nan. Bref, tout ça, c'est fait pour se faire mousser à la fin. Joue de l'ego de ces gens-là. Dans les grandes entreprises, les décisions ne sont pas rationnelles, elles sont politiques. Les entreprises n'achètent pas forcément la meilleure solution, elles achètent la décision la plus sûre pour leur propre carrière. Je vais te donner un exemple personnel. J'ai été dans les bureaux de Mythic un jour, j'ai expliqué à Mythic, j'ai un PowerPoint là-dessus, qui est dans ma formation, je crois que c'est tripler les taux d'ouverture en email. Je leur ai expliqué comment faire x60 sur leur performance. Que vous me croyez ou non, je m'en fous. Je leur ai expliqué comment faire x60. Je leur ai montré que je faisais énormément d'argent avec d'autres clients qui étaient sur le marché un peu underground plutôt qu'en front. Et j'avais en face de moi une directrice commerciale de 27 ans qui était à l'écoute, mais qui m'expliquait que c'était pas possible. Sauf que je lui démontrais par A plus B que c'était pas possible. Que c'était possible, pardon. Et donc du coup, j'avais toutes les solutions techniques, d'accord ? Elle a dit ouais, faut jouer avec mon patron, machin, etc. À la fin, j'avais des partenaires. C'est eux qui ont pris le budget et ils m'ont exploité pour faire mon idée qu'il y avait avec moi. Je me suis fait un peu entuber à ce moment-là. Par contre, ils m'ont pris en tant que consultant pour d'autres sujets. Mais je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai pu pénétrer un réseau derrière avec plein de boîtes. Et le levier que j'avais, c'était d'aller chercher en fait une satisfaction pour aller me faire mousser auprès de 2 personnes, à savoir Mythic et le tiers de confiance qui était là. Je les nommerai pas parce qu'ils m'ont un peu entubé quand même. Mais grosso modo, ces gens-là, Mythic ne m'a pas fait confiance directement au départ, en direct. Ils sont passés par ces gens-là alors que c'était moi qui venais présenter, parce que c'est ces gens-là qui m'apportaient. Donc ils ont préféré faire confiance aux gens qui n'étaient pas compétents pour me driver, plutôt que de me faire confiance à moi direct pour aller exposer leur chiffre d'affaires. Résultat des courses, ils n'ont pas fait x60. Et pourtant, j'aurais présenté comment faire. Et tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, je suis allé le faire avec un autre qui a explosé les chiffres, qui a racheté, qui a fait énormément de marge derrière. Aujourd'hui, il n'est plus trop dans le marché, mais il a fait énormément de pognon, des centaines de millions derrière, parce qu'il a appliqué les stratégies. Et donc, ça, c'est pour vous dire quoi ? À ce moment-là, j'ai mal analysé la personne de 27 ans que j'avais en face de moi. Je pensais qu'elle voulait, qu'elle était commun avec la boîte et tout. Non. Alors que si je lui avais dit, mais attends, moi je vais t'expliquer comment te faire mousser, comment machin et tout, avec le recul. Ouais, non, 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 non. La meuf, elle aurait dit oui. Elle aurait dit, ah oui, oui, carrément, t'as raison. Mais oui, parce que regarde, si tu fais ça, tu vas te faire mousser. Moi, je vais t'aider à faire ça. Non, 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 non. Tu vois, les mecs là à côté, les tiers là, on les laisse de côté, machin. Si j'avais fait ça, j'aurais probablement réussi à pénétrer. Pourquoi je te dis ça ? Parce que, encore une fois, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils n'achètent pas la meilleure solution. Ils achètent la décision la plus sûre pour leur carrière. Elle, si elle se mettait à dos les mecs qui m'apportaient, elle était morte. Et c'est ça que j'ai sous-estimé. Et donc comprenez dans cet exemple que le seul sujet, c'est juste d'être capable, c'est de la politique, c'est d'être capable de comprendre que les gens ne te choisissent pas pour être la meilleure option. Ils te choisissent pour leur problème à eux et non pas pour le problème global. Et quand tu as des salariés, c'est même pas pour la société, c'est pour eux-mêmes. Parce que tu as en face une nana de 27 ans, directrice commerciale à Paris, d'accord, rue Aubert de mémoire, 8 rue Aubert, si je crois que ça me rappelle encore. C'est une nana qui sert à rien. Et donc elle veut juste monter, je suis sûr qu'elle travaille même plus là-bas. Et donc, ça sert à rien. Il faut viser la personne si vous voulez pénétrer une boîte. Servez-vous des gens et des salariés comme des leviers pour pénétrer et faire des repas et ensuite
être dans un tissu de réseau, enfin un réseau du haut de la pyramide avec ces gens-là. C'est un exemple, il y en a plein, mais c'est plus pour vous éduquer sur la logique à avoir dans ce genre de phase. Voilà. Si tu veux me parler un peu de où t'en es, ton offre ou quoi, t'as mon Twitter juste en bas, tu cliques et t'as un lien si tu veux rejoindre le Telegram, mettre ton email, etc., que tu suives un peu ce que je fais. Je pense que ça va t'intéresser fortement. Je t'invite à t'inscrire, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.